Donc, petite présentation me concernant. Je vais mettre tes slides. Ouais, je veux bien. Écoute, je pense qu'après tu peux zapper. Dès que la régie réagit. Est-ce que la régie réagit? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. ça marche avec ça? Je pense, ouais. Tout le monde a fait marcher normalement. Ok. Ouais, Parfait. Slide en bas pour la suivante. Eh ben nickel. Donc, on va aborder aujourd'hui le métier en fait de transformation du métier d'agence vers un métier d'éditeur. Déjà, juste pour savoir un petit peu, donc moi je vais raconter mon parcours par rapport justement à ce schéma-là. Est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui ont fait déjà des modules qu'on va appeler du coup sur mesure et qui souhaiteraient ou qui ont commencé à faire du module générique ou qui se sont aventurés là-dedans? Ok, oui, il y en a de plus en plus, hein. Super. Bon, mais c'est bien. On va pouvoir du coup bien avancer là-dessus. Donc, voilà mon parcours. Rapidement, donc moi je représente les sociétés, donc Prestamodule et Business Tech. On a cette particularité de ne faire que de l'édition de modules. Modules, du coup, pour le coup, générique. On ne fait absolument pas de sur-mesure. Donc ça fait longtemps maintenant. Ça va faire bientôt 15 ans que j'ai découvert PrestaShop. Et à la base, donc, du coup, j'étais agence. Et donc, avant que je connaisse PrestaShop, on faisait des boutiques e-commerce. On était spécialisés dans la création de boutiques e-commerce, essentiellement dans le domaine du prêt-à-porter. Et donc, c'était super cette expérience-là, parce que en fait, j'avais de la part donc, de mes clients, j'avais donc des remontées de terrain de leurs besoins. Il y avait énormément d'effervescence, évidemment, à ce moment-là, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à créer. Et les solutions techniques qui étaient offertes à nous à ce moment-là étaient assez pauvres. Je découvre PrestaShop un peu par hasard, en version 09, un truc comme ça. Bon, je commence à regarder un peu le code. Moi, je ne suis pas développeur à la base, mais je sais le lire. J'ai appris à lire. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il y a un truc à faire avec cette solution. Ça me semble être compréhensible déjà par moi. Donc, potentiellement, il peut y avoir du coup une communauté qui peut se créer autour de ce produit-là. J'ai commencé à le mettre en place chez certains de mes clients, qui n'étaient pas des gros clients pour pas trop prendre de risques au début, et sur lesquels je commençais à faire mes armes. Il n'y avait pas de notion de module à l'époque. On était en version 1. Les modules sont apparus à partir de la version 1.1. Et donc, on a commencé à créer pour le compte donc, de nos clients des modules, pour le coup, sur mesure. Il restait dans un disque dur, au final, on ne pouvait pas capitaliser sur ces développements-là. Et par la force des choses, en ayant justement industrialisé un petit peu ces méthodes de production et utilisation des CMS qui étaient plutôt intéressants, on a eu d'excellents résultats en termes de productivité, de réalisation, de satisfaction client. Et beaucoup de clients sont venus à nous par la suite en nous disant ben, moi je veux la même chose que mon concurrent. Et puis 1, puis 2, puis 3. Puis c'est là où du coup j'en viens du coup à me dire bon ben peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec tous ces modules que j'ai fait sur mesure dans mon disque dur. Donc voilà ce que l'on pourrait dire en fait de cette première expérience. On sait faire du sur-mesure, ça se vend bien, on vend du temps. On a développé des produits, on a acquis de l'expérience, et on se dit que finalement les clients ont plus ou moins les mêmes besoins tous. Mais il y a toujours des variations, et ce sont ces variations qui nous posent problème. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça impliquerait? De créer finalement des produits qui puissent être adaptables selon un besoin, on va dire de base, mais avec des variations. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Pour le coup, c'était une aventure. La place de marché Add-ons venait à peine d'être publiée. Ils avaient repris le modèle de l'App Store, avec une répartition revenu sharing entre les éditeurs et le distributeur. Et c'est là où je me suis dit, bon ben allez, j'ai de quoi avoir de la visibilité, on va faire quelques essais, on va commencer à développer quelques modules. Mais
Voilà les questions que je me suis posées à ce moment-là. J'étais convaincu déjà à ce moment-là. Ça, c'est le fruit de mon expérience avec le recul finalement. Mais à ce moment-là, j'étais peut-être un peu tête brûlée, je ne sais pas. J'ai vraiment voulu faire ça, j'y ai cru. Donc, ça, ce sont les questions qu'il faudrait que vous vous ameniez à vous poser si vous voulez vous lancer dans cette aventure. Quels sont les avantages, quelles sont les forces et les faiblesses finalement des deux méthodes? Je pense que c'est important de bien s'imprégner de toutes les problématiques qui peuvent être amenées à vous sur à la fois les problématiques de type business et également les problématiques techniques. On est clairement dans l'inconnu quand on fait des modules. Quand on fait des modules, encore une fois, génériques. On ne connaît pas le client. On ne sait pas sur quelle version de PHP il est. On ne sait pas sur quelle version de PrestaShop il est. On ne sait pas quelle est sa langue. On ne sait pas s'il a un thème custom. On ne sait pas s'il a des overrides sur sa boutique. On ne connaît pas son hébergement. Finalement, on va faire du mieux que l'on peut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une composante essentielle dans la réussite de ce marché-là, c'est le SAV. Pourquoi j'ai voulu prendre ce risque malgré tout? Déjà, d'une part, j'avais une activité agence à côté, ça marchait bien, et j'étais parfois un peu frustré par mes clients, qui parfois me disaient « Bon, ok, c'est super ce que tu m'as fait, mais tiens, j'aimerais avoir ça de différent ». Ça cassait un petit peu mon idée de la perfection du projet ou de l'harmonie quand on parlait de design. Et je voulais avoir un truc un peu à moi, avoir mon unité finalement de test. Et finalement, c'était devenu un hobby de faire des modules. Donc finalement, je l'ai fait parce que j'avais juste envie de le faire. Finalement, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les étapes de la création d'un module? On va avoir beaucoup... C'est un métier qui est ultra complet en fait. Et c'est ça, moi, qui m'a plu. C'était ça qui m'intéressait vraiment dans ce métier-là. Puisqu'on a déjà l'étude terrain, on a ensuite la conception, on a le design, on a les interfaces, on a les traductions, on a la documentation à faire, on a le marketing, on a la publication, on a le suivi client. Alors, du coup, on a le feedback du client, et ça, c'est super. On a l'animation sur les réseaux sociaux. On a le retour des utilisateurs du forum de PrestaShop. Et ça, c'est exaltant. Dans un process même de développement de modules, clairement, on était vraiment en mode agile avant même qu'on appelle ce terme finalement agile à cette époque. Où finalement, sur le forum, on était en flux continu en fait, de production, avec des remontées clients, des remontées marchands, agences, peut-être, freelance, qui nous disaient « c'est super ce que tu as fait, tiens, moi je vois une fonction en plus que j'aimerais que tu rajoutes ». Ok, c'est une bonne idée. Hop, on va la faire, nouvelle version, on la publie. Et il y avait ce cycle-là. Donc je construisais finalement ces produits, ces premiers modules, avec l'aide finalement de la communauté. D'où l'importance de la communauté PrestaShop. Je trouve que c'est une grande force chez PrestaShop, c'est d'avoir cette communauté-là. Elle était proactive, elle était réactive et impliquée. Mais bon, voilà, il y a quand même des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est finalement la distribution potentielle. Quel va être le volume de vente? Comment on va valoriser tous ces investissements finalement que l'on va faire? Combien de licences on peut être amené à vendre? Sur combien de temps? Tout ça va calculer le prix de la licence. Donc il y a une grosse prise de risque au début. Ce n'est pas un produit qui est dicté par le marché, c'est ce que vous allez ressentir. Est-ce qu'il y a un besoin sur ce produit-là? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'on peut faire mieux que la concurrence? Comment on va le mettre en avant? Comment on va le concevoir? Comment on va le sizer en termes de price? En vient ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, le choix de la distribution. Comment on va mettre en place la distribution? Comment on va vendre? Comment on va donner de la visibilité à ces produits-là? Aujourd'hui, on a clairement deux possibilités. Soit on passe par une marketplace. Alors ça peut être, pour moi, la première marketplace qu'il faut imaginer, évidemment, c'est Add-ons, qui s'appelle maintenant PrestaShop Marketplace. Elle a des avantages et des inconvénients. Tout comme la distribution en direct. Ce que j'appelle ma distribution en direct, en gros, c'est votre propre site web finalement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a de la visibilité d'un côté, avec un revenu sharing, avec PrestaShop.
ou le propriétaire de la place de marché. On n'a pas trop la main sur la partie incentive, par exemple, pour faire un bon de réduction, ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Quand on a un client fidèle, une agence fidèle qui vient nous voir et qui achète sur Add-ons, ben, clairement, on ne peut pas la récompenser, nous, directement. On n'a pas la main là-dessus. En revanche, il y a un travail qui est fait par PrestaShop à ce niveau-là. Ils ont des sales, c'est eux qui le font. Ils ont également des équipes techniques pour valider les produits. Donc forcément, qui dit validation dit que ça prend un peu plus de temps de publier une application. Idem quand on a une release à faire qui peut être critique, une faille de sécurité, on parle beaucoup de sécurité sur les modules et c'est super important, il va falloir qu'on en parle. Des fois, il va falloir prendre son téléphone, envoyer un email à PrestaShop en leur disant « Oula, attention, on m'a remonté une problématique critique, il faut publier le plus rapidement possible et si vous ne pouvez pas la valider, il faut désactiver le produit. » Donc il y a une espèce de compréhension à avoir par rapport à ces process-là. C'est un peu plus long de publier sur les places de marché, contrairement à une vente en direct. Forcément, la vente en direct, vous avez une maîtrise complète, puisque finalement, votre site web, votre site e-commerce, finalement, moi, en l'occurrence, c'est un PrestaShop, mon site de vente. J'aurais pu prendre une autre solution, j'aurais pu prendre un WooCommerce, ça s'adapte peut-être encore mieux qu'un PrestaShop, mais bon, on va rester sur du PrestaShop. Pour moi, c'était ma solution phare et préférée. Mais du coup, voilà, on a quand même des gros avantages aussi à vendre en direct. Mais c'est un peu plus cher aussi, parce qu'il va falloir mettre en avant justement la communication autour de faire promouvoir ce site web, l'entretenir, l'héberger, créer un design, créer autant de fiches produits que l'on a. Du coup, on va tout dédoubler, puisqu'on va avoir une fiche produit avec un texte de présentation sur la partie marketplace, et puis le même. Et c'est là où il y a un souci. Si on fait ça, ça fait du contenu dupliqué. Donc du coup, c'est pas le même. On va être obligé de créer une deuxième fiche produit pour le même produit. Parce que si vous faites le même texte sur les deux, avec l'autorité de la place de marché, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qui est valorisé en fait dans tout ça? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le client, la satisfaction du client. Donc, pour éviter que le client se perde dans des explications, des allers-retours, moi j'ai fait le choix de dire, ok, mon support je le fais en interne. J'embauche des gens, et ces gens-là vont être à la fois développeurs, vont connaître leurs produits, et ils vont assurer le SAV de leurs produits. C'est comme ça qu'on gagne. On va aller vite, on va donner de la satisfaction aux clients, mais on va enlever de la satisfaction aux développeurs. Ils sont là, hein. Mais c'est important qu'ils comprennent aussi comme quoi la relation client, c'est primordial. On a besoin d'avoir cette satisfaction-là. Je comprends que ça puisse être ingrat. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris quand j'étais agence, j'étais avec mes clients, c'est mes clients qui me donnaient les feedbacks, en fait. Ils étaient mon terrain. C'est eux qui me disaient, mais c'est super ce que tu as fait. Déjà, ça, c'est une super reconnaissance. Après, ils me disaient, tiens, il manque une fonction, là. Ah tiens, c'est pas bête. Ok, je le note pour plus tard. Bon, ok. Donc c'est ce problème-là que l'on a quand on est éditeur de modules, c'est qu'on n'a plus de remontée de terrain. Surtout si on passe par les places de marché. Les places de marché, clairement, elles maîtrisent leurs clients, elles maîtrisent leur communication, elles nous renvoient juste les ventes, et au final, on ne connaît le client que s'il vient nous voir au SAV. Alors c'est pas cool parce qu'en général, le client qui vient nous voir au SAV, c'est qu'il n'est pas content. Ce serait bien d'avoir aussi de l'avant-vente et savoir que le gars, il nous envoie juste un ticket pour nous dire c'est super, bravo, merci. Ça marche pas comme ça. Donc, du coup, il est important d'être bien équipé pour mieux servir le mieux possible nos clients. En 2013, on a fait le choix, parce qu'on ne trouvait pas de solution de gestion de tickets qui nous convenait. On a fait le choix en 2013 de tout créer nous-mêmes. On a créé nos propres outils de SAV. On a créé nos propres outils d'interconnexion avec nos outils de production. On a commencé à collecter de la statistique sur les types de messages entrants, le temps passé par message,
un maximum d'informations qui nous permettent, sans connaître notre client finalement, parce qu'on ne connaît pas notre client, avoir de la data pour pouvoir anticiper les besoins, référencer les feature requests, pouvoir les lier ensuite aux demandes qui ont peut-être été passées il y a 6 mois en arrière, pour pouvoir les servir en leur donnant des notifications. Comment on fait sinon? Il faut avoir ses propres outils. C'est un métier très spécifique. Si on veut le faire bien, à ce jour, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire vos propres outils. Donc, les problématiques majeures, elles sont listées ici. Au départ, vous allez devoir identifier le produit, vous allez devoir identifier le besoin, vous allez devoir le concevoir. Ça prend du temps. La conception d'un module générique est bien plus lourde à produire qu'un module sur mesure. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre en considération tout ce que l'on a vu précédemment. On ne connaît pas l'hébergement, on ne connaît pas la version de PrestaShop, on ne connaît pas la version de PHP, on ne connaît pas le besoin du client. On ne sait pas s'il y a des overrides, il y a beaucoup de SAV. Et en plus, le client, il va toujours avoir un petit besoin spécifique qui va faire sa particularité. Donc, on va avoir besoin, moi c'est un peu comme ça que j'ai appelé c'est mon défaut, mais je pense que ça a été la force de ce lancement de société. Moi, je souffre de l'optionnite aiguë. J'ai besoin d'avoir le maximum d'options dans les modules. Donc, ce sont des tableaux de bord ultra complets. Je veux qu'on puisse tout modifier, avec une interface, des formulaires, une interface propre, et qu'on n'ait finalement jamais à faire d'override. Que l'intégrateur, le marchand, puisse tout faire lui-même sans générer de SAV. Voilà, c'est ça la force. Le générique, il doit satisfaire le marchand, alors que nous-mêmes, on ne connaît pas encore son besoin. Donc il faut avoir le nez creux, en fait. Il faut être proactif. Il faut savoir également que ça paraît super confort une fois qu'on a trouvé la formule magique, une fois qu'on a trouvé les produits qui marchaient, etc. Nous, il faut savoir que sur notre catalogue, on a une réussite sur 5. On a 4 qui partent à la poubelle. Pourtant, on a passé autant de temps parfois à créer ces 4 produits-là que celui qui a marché. Au début, on est parti du principe qu'on voulait faire des modules extrêmement riches, extrêmement complets. Pourquoi? Parce que j'avais comme client des marques de prêt-à-porter qui avaient beaucoup de budget et qui avaient des besoins qui étaient juste géniaux. C'était super ce qu'ils nous proposaient de faire. Très riche, très intéressant. Mais je me disais que finalement, ça pourrait, tous leurs besoins à eux, je pense que tous les autres marchands, même les plus petits ou les naissants, auraient les mêmes besoins en fait. Donc du coup, on passe beaucoup de temps à créer ces produits, ces fonctions, etc., de faire les produits les plus riches possibles d'un point de vue fonctionnel, mais le moins cher possible pour qu'on puisse s'adresser au plus de marchands possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à ouvrir une brèche, montrer la voie. On voit que certains produits marchent mieux que d'autres parce que sur Add-ons, on voit finalement quels sont les produits qui se positionnent le mieux. Donc on se retrouve avec de la concurrence. Alors elle sera peut-être opportuniste, peut-être que ce sera juste du bluff. PrestaShop en a parlé lors des conférences d'hier. Il y a beaucoup de modules qui ne se vendent pas. 0. La moitié du catalogue sur Add-ons ne se vend pas. Et ça, moi j'ai trouvé ça affolant. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces modules? Pourquoi ils sont encore là? On va aborder une problématique que j'entends souvent de la part des agences. Ouais, non, mais les modules, ce sont des failles à sécurité. On n'a pas arrêté de le répéter d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie Vincent de TouchWeb avec qui j'ai parlé avant-hier, qui m'a félicité à moi et à mon équipe, en disant on a sondé tous vos modules, on n'a rien trouvé. Ok, bravo les gars. Bravo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ils n'ont pas trouvé. Mais les agences me disent aussi, j'en ai marre des modules. Chaque fois que j'en installe un, ça me pète ma boutique. J'arrive pas à l'intégrer. J'ai un conflit. Il marche pas avec cet autre module. Ouais. On ne connaît pas l'environnement de nos clients. C'est un vrai souci. Donc en gros, on a l'impression que sur PrestaShop, c'est très facile. On a une base, on peut prendre des modules, les installer, ça marche. Ok, ça marche pour le premier. On installe un deuxième qui vient venir un petit peu
et on va dire partager certaines fonctionnalités ou venir contre la fonctionnalité du module premièrement installé. Et là, on va commencer à avoir des frottements. S'il n'y a pas une agence derrière qui connaît la technique, qui sait intégrer, qui sait regarder le code, ben, ça va générer du SAV. C'est à vous que le client va s'adresser pour régler une problématique qui n'est peut-être pas issue de votre code. Juste un conflit. Or, il n'y a pas de notion de service intégrée dans le prix de la licence du module. Donc vous allez logiquement lui dire, ben, je vais vous vendre un petit peu de prestations, essayer de comprendre le code source de l'autre module, voir où est la friction, qui est véritablement responsable. Mais ça, forcément, ben, c'est du temps passé. Est-ce que vous allez le prendre en charge, vous ? Est-ce que vous allez demander à votre client que vous ne connaissez pas, hein, on est toujours sur la place de marché, dans le cas de la place de marché, vous ne savez pas comment il s'appelle, vous ne pouvez pas lui faire de devis, vous ne connaissez pas son nom. Comment on fait pour l'aider, ce mec ou cette femme? Ben, bonne chance. Donc, c'est frustrant parfois. On est obligé de dire, ben, installez le module sur une version standard de PrestaShop avec le thème par défaut et les modules par défaut. Il marche ou pas? Il marche. Ok, vous avez une agence? Non. Vous avez un freelance? Non. Ok. Donc je comprends encore une fois, les modules sont mal vus. Ils sont mal vus, pourquoi? Parce que, ben voilà, souvent, ben, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de support, les marchands ne sont pas accompagnés. Donc, on va parler après avec les agences, parce que moi ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks là, par rapport à ça. Comment vous vivez, vous, au quotidien, vos achats de modules et vos intégrations de modules? Parce que je sens que c'est chaud, quoi. Ensuite, autre problématique que l'on va avoir, c'est finalement les industrialisations des processus. Il faut gagner du temps, il faut être productif. Nous, on est une petite équipe et on tient à le rester. Donc, il faut qu'on soit le plus efficace possible. Donc, tout industrialiser, que ce soit de la PR sur GitHub, à l'édition du module, la récolte des bugs suite à la commercialisation, et on repart dans un cercle vertueux avec résolution, release, publication, suivi, et on analyse tout ça. Essayez de faire le moins d'actions manuelles répétitives possible. Donc il faut que vous créiez vos propres outils de cycle de vie des produits. Un module, il ne faut pas se dire qu'on fait une V1 et puis après c'est fini. Il va y avoir plein de feedback, il va y avoir des problématiques, et on va se dire, ok, on n'est peut-être pas responsable de tel chevauchement, mais peut-être qu'on peut essayer de trouver une solution, parce qu'on a un thème, on a un best-seller qui n'est pas forcément bien fait. On a critiqué à un moment beaucoup Elementor, mais ce n'est pas les seuls. Il y a des thèmes, par exemple, on peut parler à un moment avec Warehouse. On a eu énormément de mal à faire cohabiter nos modules de front avec Warehouse. Et c'était un best-seller. Warehouse, on les a contactés. Est-ce que vous pouvez faire des adaptations? Est-ce que vous pouvez faire les choses un peu mieux? Arrêtez de mettre des hooks footer en top, par exemple. Enfin, mais des trucs où on se dit, mais c'est pas logique. Ben, ils répondent pas. Ah. Ben, on va devoir, nous-mêmes, anticiper le problème, compenser, faire des règles spécifiques pour ce thème-là. Donc c'est ça la satisfaction client aussi, c'est être proactif. On sait quels sont les produits qui se vendent bien, on sait quels sont les produits qui sont installés par nos marchands, on sait que nos clients-là vont être déçus par nos propres produits alors qu'on n'y est pour rien parce que nous on a fait en sorte de respecter les règles de PrestaShop et des thèmes de nos conventions de codage. Mais parfois, ben, il faut faire un petit peu de l'adaptation. Donc, moi si j'ai des conseils à vous donner, ils sont listés ici. C'est vraiment des guides de bonne pratique. Il y a pour moi, il y a certainement d'autres. On peut en parler après si vous avez des questions, bien évidemment, j'y répondrai. Mais ça, pour moi, c'est le b.a.-ba. Encore une fois, on n'est pas sur le terrain. On n'a pas le feedback marchand, on n'a pas le feedback agence. Sauf pour certaines agences avec qui, effectivement, on a des liens, et tant mieux. Mais pour ça, on peut anticiper, et l'anticipation, elle se fait avec des métriques. Moi, j'ai un indicateur que j'adore, c'est le taux de nouveaux tickets par nombre de licences vendues. C'est un outil qui est juste révélateur. Si vous approchez des 0,8,
votre produit a un problème. Si vous avez autant de tickets que vous avez de ventes, voire plus, je ne dis pas de message, un ticket, il faut repenser le produit. Voire l'abandonner, le jeter. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de jeter les produits parce qu'ils généraient trop de supports. Pas forcément des supports à cause d'une mauvaise conception, mais des supports à cause des mauvaises intégrations, des conflits. Pourquoi conflit ? Parce que parfois il y a des overrides. Il y a des guides de bonne pratique, elles ne sont pas toutes respectées dans le monde de PrestaShop, on le voit, il y a des nouvelles compagnies qui se lancent, qui ne connaissent pas vraiment la solution, qui prennent un produit qui va peut-être marcher sur vos commerces, qui vont l'adapter sur PrestaShop, et ça ne respecte rien, pas les classes, pas les thèmes, rien. Bref. Donc, pour ça, justement, Dimitri en parlait tout à l'heure, la compatibilité minimale. C'est peut-être la meilleure chose qui serait à faire. À un moment, j'avais une toute autre idée de cette approche-là. Je voulais que mes modules soient compatibles avec le plus de versions possibles de PrestaShop. Ça marchait très bien entre les versions 1.2 et 1.4, 1.5. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de gros changements technologiques. À partir de la 1.6 et notamment vers la 1.7 surtout, là, clairement, il y a eu un gap. Il y a eu un gap technologique. Et il aurait été dommage que je dise à mes équipes, ok, on va maintenir les compatibilités minimum sur les anciennes versions de PrestaShop, même s'il y a du business dessus. Parce que il y a combien de boutiques qui sont à 1.6 aujourd'hui ? Même si c'est 20-25%, c'est 25% du marché dont vous allez vous couper. Si vous remontez votre niveau de compatibilité minimale à une 1.7.7 et une 1.7.8, c'est un risque que vous allez prendre. Mais en prenant ce risque, vous allez inciter les marchands à aller de l'avant, upgrader leur boutique. Et ça va vous permettre, vous, par la suite, certes, vous allez faire l'effort, parce que vous allez vouloir vous couper d'un chiffre d'affaires pendant peut-être 2 ans, 3 ans, le temps que ça se passe vraiment. Mais à terme, vos développeurs vont s'y retrouver parce qu'ils auront accès à des technologies plus nobles, plus intéressantes, plus optimisées, plus sécurisées. C'est le parti qu'on a pris. Ça fait 1 an et demi, je crois maintenant, qu'on a remonté nos compatibilités minimales. Au début en 1.7.4, et puis ensuite on suit les versions de PrestaShop. Chaque fois qu'une nouvelle version de PrestaShop sort, on remonte un cran. 1.7.5, 1.7.6 et 1.7.8. Donc ouais, ça crée de la frustration. Pascal, je sais, toi tu me demandes chaque fois des versions 1.6, je te dis de faire des diffs. Voilà. Mais voilà, j'espère que tu comprends en fait ma philosophie par rapport à ça, et la raison pour laquelle je joue le jeu de PrestaShop en faisant en sorte qu'on appauvrisse les versions, qu'on donne plus de prétexte possible aux marchands d'avoir des versions outdatées complets qui sont des passoires et qui sont des freins pour nous aussi à l'évolution et à l'innovation. Donc, ok, ça c'est ce qui se passe. Ensuite, quand vous avez des problématiques au niveau de la création de votre module, faites des requests, quoi. Poussez sur GitHub. Ça prend du temps. Ouais, j'ai un mot que je peux plus entendre, c'est frozen, clairement. Ça m'en fout. Faut être patient avec PrestaShop. Tout est patience. Mais on est dans ce bateau-là, on les soutient. Il n'y a pas de souci, on comprend leurs problématiques. Mais parfois, je peux comprendre que ce soit du sport. Évidemment, la partie sécurité, on en a beaucoup parlé sur les modules, c'est effectivement les modules par lesquels les hackers passent. Et bien évidemment aussi, quand vous soumettez une version sur add-ons, il faut le savoir, il y a un validateur automatique qui vous permet en gros de faire des checks essentiels sur de la bonne pratique. Donc à utiliser systématiquement. Voilà, merci pour votre audience. Si vous avez des questions. Je vais me remettre à faire du sport pour les questions. 2 petites choses avant. Première chose, tous les ans, je crois qu'il y a un classement du top 10 des meilleures ventes de la marketplace PrestaShop. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous en avez 3 dans les top 10 ? Sur 2023, ouais, il y en a 3. Ouais. Ouais, ça s'applaudit. Et avant d'aller chercher les questions, j'ai pas bien compris la ref, il y a un macareux sur toutes tes slides, j'ai pas compris.
Allez, on passe aux questions. Déjà, merci pour cette intervention. Stéphane, moi j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est pour savoir le temps moyen que tu passes à développer un module, toi et ton équipe. La seconde, un peu plus personnelle pour le coup. En fait, c'est pas une question, en vrai, c'est plutôt 2. Le projet qui t'a le plus excité, ton équipe et toi, qui était vraiment le plus intéressant à développer, et forcément le projet qui était le plus difficile. Tu as mentionné à plusieurs reprises la notion de temps, et tu as mentionné aussi pas mal de déchets, justement, et parfois ça peut être frustrant d'avoir tant de travail, un produit super excitant à mettre en place, et donc j'aimerais vraiment en savoir un petit peu plus sur ces aspects-là. Merci pour ta question. Il va falloir en choisir un, c'est dur. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de modules que j'ai dû abandonner, que j'ai adoré. C'est des modules auxquels je croyais fort, mais qui n'ont pas su trouver leur public. Certainement parce que le marketing n'était pas bon, le nom du produit n'était pas bon, l'interface n'était pas comprise, le prix n'était peut-être pas le bon, va savoir. C'est ça qui est un peu frustrant en fait. Mais c'est les chiffres qui parlent, et quand on arrive à devoir finalement passer du temps à chaque version de PrestaShop, à devoir passer en revue chacun des modules de ton catalogue, passer du temps à faire les adaptations pour être fit avec les évolutions de Presta, refaire des releases, refaire des tests, parce qu'à chaque release tu refais des tests, tu refais le marketing, tu refais les captures d'écran, parce que depuis les interfaces de PrestaShop ont changé. Donc toutes tes démonstrations, il va falloir que tu les mettes à jour. Toutes tes captures d'écran de présentation du produit sur la base du PrestaShop. Enfin, tu ne vas pas présenter ton module qui est installé sur une version 1.4 de PrestaShop si on est à l'époque de la 1.7, tu l'as bien compris. Donc en fait, chaque fois qu'il y a une évolution de PrestaShop, vous allez tout refaire. Si le module ne se vend pas, ça vaut pas le coup. Donc on va les abandonner, même s'il y a très peu de ventes. On parlait des 99 balles. C'est rien, 99 balles. C'est rien. Le temps que vous allez passer, en fait, à chaque version de PrestaShop, c'est bien plus. Les investissements sont colossaux. Pour répondre à ta première question, ça va rejoindre ce que je te dis. Le projet qui a pris le plus de temps à développer, il a nécessité 1 an. 1 an de travail en aveugle. Est-ce que ça va marcher? On n'en sait rien. Mais on a bossé 1 an dessus. Et quand je dis 1, c'est pas 1 an en temps homme, hein, c'est 1 an calendaire. Donc à plusieurs dessus. Donc les investissements sont monstrueux. On parle de gros modules, encore une fois. On va pas parler d'un petit truc, hein, avec des problématiques riches. Je ne sais pas si je peux citer ce module-là. C'est le module des packs. Module des packs nécessitait de prendre en considération beaucoup de problématiques liées au stock, au prix des produits, aux remises de groupes de clients, aux différents niveaux de taxes. Est-ce que l'on gère ou non un display en affichant les packs, en ayant les produits individuels les uns à côté des autres et en remontant les fiches produits tout en faisant en sorte de ne pas avoir de duplicate content? Est-ce qu'on utilise le template par défaut de PrestaShop, à savoir une fiche produit qui fait le détail des descriptions de chacun des produits du pack? On a fait les deux. Donc, parce qu'encore une fois, on n'a pas ce retour terrain, on ne sait pas ce que les marchands veulent, ce que les agences veulent. Et si on leur demande, elles vont te dire, je veux les deux. Donc on a fait les deux. Pour l'anecdote, Advanced Pack, c'est le premier module que j'ai mis en vente sur Addons. Je l'ai fait avec Jean-Sébastien. Et ce produit-là, en fait, aujourd'hui, on l'entretient depuis, ça fait 15 ans qu'on l'entretient, ce module. Donc on se met à jour en permanence, on l'optimise en permanence, on se perfectionne en permanence sur les requêtes SQL notamment. Voilà pour répondre à ta question.